Mes chers compatriotes, j'en viens à l'analyse de la nouvelle rallonge du plan de rachat d'actifs de la BCE qui a été qualifié par le journal Le Figaro de nouveau bazooka, puisque le premier bazooka, c'était le premier programme, je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'était le rachat de 750 milliards d'euros d'actifs obligataires, de quantitative easing comme on dit, et là c'est donc un nouveau plan. Ce deuxième bazooka, pour en parler comme les médias français, se monte à 600 milliards d'euros. Donc je rappelle qu'il a été annoncé le 4 juin et que ces 600 milliards d'euros sont dans le prolongement et s'ajoutent au premier bazooka de 750 milliards d'euros qui avait été lancé, je viens d'en parler, par la BCE le 26 mars 2020 au titre de ce que les fonctionnaires européens appellent le PEPP, c'est de l'anglais Pandemic Emergency Purchase Programme, c'est-à-dire programme d'achat en urgence pour lutter contre la pandémie. Alors ce PEPP est donc porté à 750 plus 600 égale 1350 milliards d'euros de rachat d'actifs obligataires, principalement des obligations émises par des États souverains, mais aussi, ça n'est pas exclu, des obligations émises par des entreprises. 1350 milliards d'euros. Il faut noter que le PEPP a fait l'objet de plusieurs innovations majeures par rapport au précédent programme de rachat d'actifs, parce qu'on avait eu auparavant. La BCE a modifié par une disposition juridique sa propre réglementation qui stipulait qu'elle ne pouvait pas racheter plus de 33% de la dette d'un pays membre de l'Union européenne dans le cadre de ses rachats d'actifs. Et désormais, la BCE s'autorise, dans le cadre du PEPP, également à ne pas respecter une autre contrainte qui était la répartition induite par la clé de son capital dans les rachats d'actifs. Ça signifie par exemple, que jusqu'au PEPP, la BCE n'avait pas la possibilité de racheter plus de dettes italiennes que le poids de l'Italie dans le capital de la Banque centrale européenne. Maintenant, ce verrou vient de sauter. Donc le PEPP est désormais un instrument très puissant, 1350 milliards d'euros, mais qui pose des problèmes tout à fait considérables. Premier problème, c'est évidemment un chiffon rouge, c'est même une provocation pour les Allemands. Pourquoi ça ? Parce que les Allemands, vous le savez, un certain nombre d'Allemands avaient attaqué le programme devant le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. En fait, c'était un précédent programme de rachat d'actifs qui s'appelait le PSPP, le Public Sector Purchase Programme. J'ai publié une analyse détaillée de ce jugement, du jugement du 5 mai dernier rendu par le tribunal de Karlsruhe, un jugement spectaculaire qui a été rendu par ce tribunal. Je vous y renvoie, vous trouverez l'analyse sur le site. J'en ai fait également une vidéo. Mais il y a un point très important. J'essaye de rester clair pour que tout le monde comprenne. Il y a un point qui est extrêmement important. C'est que dans son jugement du 5 mai dernier, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui est l'équivalent, peut-être en plus puissant encore, de notre Conseil constitutionnel, il avait estimé que le PSPP, l'ancien programme de rachat d'actifs, que la Cour donc de Karlsruhe critiquait fortement, le tribunal avait estimé qu'il contenait quand même des garde-fous auxquels il fallait accorder une valeur toute particulière. Et le tribunal de Karlsruhe avait dit, d'une part, comme garde-fou, il y a la limite imposant que la PCE ne peut pas racheter plus de 33% de la dette d'un État, et d'autre part, l'autre garde-fou, c'est le respect de la clé de capital dans la pondération des rachats d'actifs entre les différents pays. Comme je viens de vous le dire juste avant, ce sont précisément ces deux dispositions, ces deux garde-fous que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe se félicitait de trouver dans le programme PSPP, ce sont ces deux garde-fous que la Banque centrale européenne vient de décider de faire sauter dans le nouveau programme de rachat d'actifs baptisé PEPP. Je rappelle que les juges allemands avaient écrit ceci dans leur fameux arrêt du 5 mai, je les cite.
j'ouvre les guillemets, en particulier la limite d'achat de 33% et la répartition des achats selon la clé de répartition du capital de la Banque centrale européenne, empêchent des mesures sélectives du PSPP en faveur des différents États membres et empêchent l'eurosystème de devenir le créancier majoritaire d'un État membre. Une modification ultérieure de la répartition des risques pour les obligations d'État acquises dans le cadre du PSPP toucherait les limites de la responsabilité budgétaire globale du Bundestag allemand et serait incompatible avec l'article 79 alinéa 3 de la loi fondamentale, ce qu'on appelle le Grundgesetz ou die Bundesverfassung, Bundesrepublik, c'est-à-dire la Constitution de la République fédérale allemande. Et le tribunal de Karlsruhe terminait en disant « En l'espèce, cela représenterait une présomption de responsabilité pour la volonté d'un tiers, ce qui est interdit par la loi fondamentale allemande, avec des conséquences difficiles à calculer. » Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Sinon, revenez en arrière et réfléchissez-y à tête reposée. Ça vaut vraiment le coup. Ce que les juges allemands ont dit, c'est qu'ils craignent que la Bundesbank ne doive un jour supporter des pertes du fait du dépôt d'un émetteur souverain, l'Italie par exemple, dont la Banque centrale nationale participe au programme de la BCE. Je rappelle que le tribunal de Karlsruhe avait déjà interrogé à ce sujet la Cour de justice de l'Union européenne, c'était le 18 juillet 2017 dans une autre procédure. Et les juges allemands avaient alors écrit, j'ouvre les guillemets, « En cas de défaillance des obligations émises par une administration centrale, il semble probable, voire inévitable, que le Conseil des gouverneurs de la BCE réagisse en adoptant une décision en vertu de l'article 32 alinéa 4 des statuts du système européen de banque centrale qui entraînerait un partage complet des risques. » Je renvoie les personnes intéressées. Ce sont des sujets techniques, j'en ai bien conscience. Mais j'essaye de les diffuser pour que le plus grand public puisse comprendre ce qui se passe. Les personnes intéressées par approfondir la question technique, je les renvoie vers un article du journal La Tribune du 8 juin dernier, du 8 juin 2020, qui expose en détail cet aspect du conflit entre Karlsruhe et la Cour de justice de l'Union européenne. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de creuser trop le sujet, qu'est-ce qu'ils doivent garder à l'esprit de tout ce que je viens de vous dire? Ils doivent garder à l'esprit que le tout nouveau PEPP, pour la Pandemic Emergency, le programme de rachat spécialement pour la pandémie, de 1 350 milliards d'euros, délibérément vient narguer le tribunal de Karlsruhe, délibérément vient de faire sauter les deux verrous essentiels pour lesquels le tribunal de Karlsruhe avait donné encore son feu vert. En fait, cela ne peut aller qu'au clash. Cela ne peut aller que vers un conflit maintenant béant, non seulement entre le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, mais la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne. Et d'autant plus, ce clash arrive d'autant plus, que les achats de dettes souveraines de l'Italie dans le cadre de ce nouveau plan, donc de ce PEPP, ont été, là ce sont les faits qui parlent, très largement supérieurs au poids de l'Italie dans la clé de capital de la Banque centrale européenne entre mars et mai 2020. Vous allez regarder un graphique qui est tiré d'un article des Échos du 3 juin dernier. Qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique? On voit que l'Italie a bénéficié au cours de ces 3 mois, mars, avril, mai 2020, de rachats de sa dette souveraine supérieure de 8 milliards d'euros à ce qui, normalement, lui revenait en vertu de son poids dans le capital de la Banque centrale. On voit également que l'Allemagne a eu un traitement favorable, un peu moins important, mais quand même. Et on voit alors cette chose extraordinaire, un pays, un seul, se distingue, regardez bien ce graphique, dans la partie rouge, c'est la France. La France, dont l'encours de dette racheté par la BCE a été inférieur de 11,7 milliards d'euros à ce qu'il aurait dû être en appliquant la clé de répartition du capital de la BCE, la part de la France. Alors en soi, c'est pas forcément un problème, car la dette française se place facilement sur les marchés financiers internationaux et à un taux raisonnable, très raisonnable même s'il est un peu supérieur à celui de l'Allemagne. Mais quand même,
La France ayant besoin de lever des capitaux pour lutter contre les effets de la pandémie, elle aurait pu bénéficier de rachats de la BCE beaucoup plus importants, ce qui aurait peut-être encore diminué le coût de son endettement. Et puis, quand même, c'est l'Allemagne et non pas la France qui aurait pu et qui aurait dû céder de la capacité de rachat aux autres États, puisque l'Allemagne est le pays dont le coût d'endettement est le plus faible et qui sert de référence, et qu'accessoirement l'Allemagne a été l'un des pays d'Europe occidentale les moins touchés par la pandémie. Bref, une fois encore, comme je l'avais analysé dans la vidéo numéro 2, dans le chapitre 2, sur le programme de Madame von der Leyen, eh bien, une fois encore, la France apparaît comme le dindon de la farce. Une fois encore, la France s'est effacée devant les intérêts des autres États. Une fois encore, nos dirigeants ont accepté que notre pays, eh bien, soit ridiculisé, soit celui sur lequel on peut se servir. Je parlais du premier problème. Il y a un deuxième problème. C'est que ce programme de rachat de 1 350 milliards d'euros d'actifs obligataires a un impact très important sur les marchés. Ça contribue à déprimer durablement les taux. Les taux d'intérêt deviennent très faibles. Dans la mesure où les taux d'intérêt deviennent très très faibles, ça menace des pans entiers de l'économie, notamment de plus en plus de banques qui ne sont pas assez rentables. Elles n'ont plus de, si les taux d'intérêt sont très bas, elles ne font plus, elles jouent, ce qui fait les profits des banques, c'est les taux d'intérêt auxquels elles se financent et les taux d'intérêt auxquels qu'elles facturent aux épargnants, ce qui fait la rentabilité des banques, pour simplifier, c'est les taux d'intérêt qu'elles payent pour les ressources, quand elles cherchent des ressources sur les marchés financiers, et les taux d'intérêt qu'elles facturent aux personnes, aux particuliers ou aux entreprises à qui elles prêtent. Donc, si les taux d'intérêt deviennent extraordinairement bas, sa marge diminue et les banques ne deviennent plus rentables. On verra dans la prochaine vidéo le plan numéro 5 dont j'ai parlé dans ma première vidéo, le TLTRO3, j'en reparlerai, qui montre que désormais la BCE, la Banque centrale européenne, en est à maintenant à faire des programmes avec des taux d'intérêt négatifs pour financer les banques, pour donner de la marge aux banques commerciales. Alors, tout ceci est lunaire. Je veux rappeler ici ce qu'a dit l'ancien ministre néerlandais Bert de Vries dans une interview au journal néerlandais Trouve le 22 mai, entretien que j'avais traduit sur notre site et que vous devez peut-être aller voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un entretien d'un ministre très connu aux Pays-Bas, qui maintenant est à la retraite, qui a été pendant des décennies un ardent partisan de la construction européenne, qui a d'ailleurs milité pour l'adoption de l'euro, et qui a dit il y a quelques jours, donc a fait un entretien qui a été assez spectaculaire, puisqu'il a dit qu'il fallait absolument en finir avec l'euro, parce que de toute façon tout ça allait très très mal se terminer. C'est un peu comme si Jacques Delors, d'un seul coup, expliquait, ou Valéry Giscard d'Estaing expliquait qu'il faut sortir de l'euro. C'est à peu près le séisme politique qui s'est passé aux Pays-Bas le 22 mai dernier. Et qu'est-ce que dit Bert de Vries dans cet entretien auquel je vous renvoie? Je le cite. Il a dit « Tout est rendu secondaire désormais pour maintenir cette union monétaire à tout prix. Nous n'obtenons plus d'intérêt sur nos économies, nos retraites sont réduites, les entreprises sont encouragées à s'endetter, et tout cela pour maintenir les taux d'intérêt suffisamment bas pour que la dette nationale de l'Italie reste gérable. Tôt ou tard, cela va très mal finir. Ce n'est pas durable. » Et il a raison. C'est ce que nous, on ne cesse de dire. Il a raison. C'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi le tribunal constitutionnel de Karl Schroeck. Il n'a pas dit autre chose lorsqu'il a écrit dans son jugement du 5 mai dernier, je cite le tribunal suprême allemand, « La poursuite inconditionnelle de l'objectif de politique monétaire, en faisant abstraction des conséquences de politique économique associées au programme,
méconnaît manifestement le principe de proportionnalité de l'article 5, paragraphe 1, article 2 et paragraphe 4 du traité de l'Union européenne, le TUE. Donc non seulement la politique de la Banque centrale européenne conduit à un appauvrissement massif d'une partie de la population, mais encore, elle empêche les marchés financiers de fonctionner normalement. C'est quand même incroyable. La BCE, aujourd'hui, est en train de racheter tout le marché obligataire des États souverains. Elle tire sans cesse les taux d'intérêt vers le bas. Et même en territoire négatif, ce qui est une absurdité économique. C'est-à-dire que vous empruntez et vous remboursez dans 5 ans ou dans 10 ans, vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Quel est l'effet de tout ça? Ça nourrit ce que les spécialistes appellent une bulle obligataire, en faisant gonfler artificiellement la valeur des obligations, ce qui présente des risques tout à fait importants pour les personnes dont l'épargne est investie sur les marchés, notamment en obligations. Mais j'irai plus loin. Les européistes, qui n'ont à la bouche que le libre marché, la concurrence libre et non faussée, etc., en fait, sont les premiers à vouloir empêcher, et à empêcher en fait, les marchés financiers, les marchés obligataires notamment, de fonctionner normalement et de fixer le juste prix de l'endettement des États, par exemple l'Italie. Parce que la vérité des marchés, si on était un authentique libéral en matière économique, comme je connais un peu Charles Gave, j'ai déjà eu l'occasion de débattre avec lui, notamment sur TV Liberté. Charles Gave est un authentique libéral, comme vous le savez, il est il est très très hostile à l'Union européenne et à l'euro parce que il fait partie de ces personnes qui sont logiques et qui disent qu'il faut laisser les marchés financiers fonctionner normalement. Si les marchés financiers fonctionnaient normalement, le coût de la dette italienne s'envolerait. Les investisseurs factureraient en effet à l'Italie une prime de convertibilité qui correspondrait au risque de ce qu'on appelle, de façon un peu camouflée, le risque de redénomination, c'est-à-dire en clair la sortie de l'Italie de l'euro, et on redénommerait les dettes non plus en euros mais en lire italienne. Et si les marchés fonctionnaient normalement, en quelques semaines ou en quelques mois, l'Italie serait contrainte de quitter la zone euro. La vérité, c'est que les marchés financiers aujourd'hui ne croient plus à l'euro. Et qui n'y croient plus depuis des années. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura jamais de mutualisation des dettes entre les États de l'Union européenne. Je rappelle, si nécessaire, je l'ai déjà rappelé dans le chapitre 2, que l'actuel programme de Mme von der Leyen d'endettement de la Commission européenne n'est pas une mutualisation des dettes. Je l'ai déjà dit. Il s'agit d'un surcroît de budget communautaire financé à crédit, mais où les États membres ne sont pas solidaires des dettes des autres, ils sont solidaires, ils doivent simplement payer la quote-part qui leur sera attribuée. Alors, que dire en conclusion? Eh bien, l'article de la Tribune, dont je parlais il y a quelques instants, résume parfaitement le sentiment général qui ressort de tout ceci, le sentiment général qu'on trouve sur les marchés financiers, sur les opérateurs internationaux. Vous vous souvenez que le 26 juillet 2012, à l'occasion d'un discours qu'il avait tenu à Londres en pleine crise des dettes souveraines, Mario Draghi, qui était le président de la BCE, le prédécesseur de Madame Lagarde, avait annoncé que l'institution qu'il présidait, donc la BCE, ferait tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l'euro. Il avait utilisé une formule en anglais, whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, alors c'est resté très très célèbre. À la limite, on peut dire que les 8 ans que Mario Draghi a passé à la tête de la BCE se résument par ce simple morceau de phrase en 3 mots en anglais, whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, la BCE soutiendra l'euro. Et ce que l'on constate maintenant, notamment au travers de la réaction des 4 pays frugaux dont je parlais dans le chapitre 2, je rappelle, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Mais ce que l'on constate aussi au travers du jugement du 5 mai du tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe, c'est qu'il n'est plus question du whatever it takes de Mario Draghi. Ni l'Autriche, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas, ni la Suède,
ni le Danemark ne veulent que pour se poursuivre le whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. La vérité, c'est que ces pays refuseront toujours toute mutualisation des dettes, que ce soit budgétairement ou par des mécanismes monétaires sous l'égide de la Banque centrale européenne. Il n'y aura jamais de mutualisation des dettes entre les États de l'Union européenne, whatever it takes. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que on faut renverser maintenant le whatever it takes. À aucun prix, ce qu'avait dit Mario Draghi, c'est que à aucun prix la BCE ne laisserait tomber l'euro. Et ce que nous disent maintenant l'Allemagne et les 4 frugaux, c'est qu'à aucun prix, ils n'iront soutenir l'euro au détriment de leurs intérêts fondamentaux nationaux. Que devient la France dans tout ceci? Eh ben, hélas, elle est en fâcheuse posture à cause de l'irresponsabilité, de la sottise, de la superficialité, de la lâcheté, de l'ignorance de ces élites dirigeantes qui sacrifient les finances des Français, notre niveau de vie collectif et notre avenir sur l'autel d'une chimère. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, par moments, je me demande est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui est en train de se jouer. A priori, oui, quand même, compte tenu de leur fonction, mais je n'en suis plus si certain. On a l'impression qu'ils ne sont intéressés au fond que par des réactions pavloviennes, épidermiques, comme ça, spontanées, comme ça, comme au coup de sifflet. On a l'impression que la seule chose qui compte, c'est savoir ce que va dire sur les actions qu'il mène tel ou tel éditorialiste ultra-européiste, d'ailleurs en général très incompétent, ou bien ce qu'on va dire d'eux à la radio ou à la télévision. Je me demande si Macron, si Édouard Philippe, si Bruno Le Maire se rendent compte que la politique actuelle de ces rachats d'actifs, qui a pour effet de déprimer complètement les taux d'intérêt, a pour conséquence de financer certains canards boiteux, a pour conséquence de ruiner les intérêts servis aux retraités, a pour conséquence de favoriser une bulle obligataire qui, lorsqu'elle explosera, risque de ruiner les Français. Et tout ça pour maintenir une monnaie qui est trop chère pour notre économie et qui ne cesse de pousser toujours plus haut le chômage. En fait, leur choix, leur politique est criminelle. Et il faudra bien un jour que les Français leur demandent des comptes. Je voudrais terminer avec cette formule lapidaire de De Gaulle que rapportait Alain Peyrefitte dans son ouvrage « C'était De Gaulle ». J'en ai déjà cité un extrait dans le chapitre 2. Là, dans ce chapitre 3, je voudrais te donner un autre extrait. Et ça concerne le moyen de quitter ce qu'on appelait le marché commun à l'époque. Et il y avait Peyrefitte à un moment qui avait dit « Mais qu'est-ce qu'on pourra faire ?» Et De Gaulle avait dit « Mais il faudra quitter le marché commun. » Et Peyrefitte a dit « Mais comment c'est possible? Les jeunes sont très attentifs au marché commun européen. » Et De Gaulle avait dit « Mais non, tout ça, c'est des idées qu'on a voulu mettre dans la tête des gens, mais il faudra sans doute en sortir. » Et Peyrefitte, étant dubitatif, avait dit « Mais comment pourrait-on » Et le fondateur de la Ve République avait indiqué à son ministre, je le cite, c'est un langage un peu familier, il avait dit, De Gaulle, « Quand on est couillonné, on dit « Je suis couillonné, eh bien voilà, je fous le camp. » Couillonné, trompé, abusé, dupé, plumé, la France, elle l'est des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Désormais, rien n'est plus important que de mettre de côté nos querelles. Entre la droite, la gauche, le ci, le ça, nous devons nous rassembler pour échapper au plus vite au piège mortel de la prétendue construction européenne. Il y a désormais une extrême urgence
et une extrême urgence à se rassembler en se rendant compte que nous sommes couillonnés et que quand on est couillonné, on dit « Eh ben voilà, je m'en vais. Je m'en vais de l'Union européenne. » Un accord européen de 750 milliards d'euros a été signé hier à Bruxelles pour relancer l'économie des États membres. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de choses. Alors, il faut être très précis. On annonce 750 milliards d'euros. À l'origine, ça devait être 500 milliards d'euros de dons, de subventions versées par la Commission européenne aux États et 250 milliards de prêts. En réalité, c'est un peu moins, ça sera, enfin même sensiblement moins, ça sera 390 milliards d'euros versés par la Commission européenne aux États et le reste, 360 milliards, qui seront des prêts faits par les États. Alors pourquoi c'est une mauvaise chose? Parce que, vous savez, les Français ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on leur annonce des centaines de milliards d'euros qui vont débouler. La Banque Centrale Européenne, elle lance des plans, on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, moi j'ai essayé d'y voir clair. Je renvoie vos auditeurs à notre site internet upr.fr s'ils veulent vraiment étudier la question de façon approfondie. Là, en réalité, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas seulement ce que l'on va recevoir, mais qui va payer et quand et de quelle façon. Moi, ce que je vois, c'est que en France, vous avez une partie de l'opinion publique qui trouve que c'est un accord formidable, etc. Ils ne se rendent pas compte de qui va payer. Et puis, à contrario, il y en a qui disent « oui, c'est pas bien, les pays du Nord ont bien raison, nous, on est super endettés, c'est à cause de l'endettement général, il y a trop de fonctionnaires ». Ça, c'est une autre version des gens de ceux qui critiquent. Mais ces gens-là sont persuadés aussi que la France va recevoir de l'argent. Donc, je dirais de façon très simple, la France va payer beaucoup plus que ce qu'elle va recevoir. Emmanuel Macron a confirmé sur TF1 que la France allait toucher 40 milliards d'euros sur ce plan de relance, en indiquant que la France donc, est la troisième bénéficiaire en Europe après l'Italie et l'Espagne. Donc la France reçoit 40 milliards, et donc elle paierait combien? Alors, d'abord, elle ne les a pas reçus. Voilà. Comme tous les pays, ils vont recevoir des subventions sur la présentation de dossiers qui devront être agréés et qui seront soumis d'ailleurs à des contraintes sur la mise en place de réglementations, de réformes dites indispensables imposées par la Commission européenne. Donc c'est de l'argent qui ne nous est pas donné gratuitement. Ça va notamment insister sur la réforme des retraites, la privatisation des services publics. Ça, c'est la contrepartie. Maintenant, Macron a dit qu'on était les troisièmes. C'est vrai, d'après ce qu'on dit, sauf que l'Italie et l'Espagne, je crois, devraient recevoir dans les 90 à 100 milliards d'euros, même plus, alors que nous, on a 40, la Pologne 39 et l'Allemagne 33. Je rappelle que normalement, cet argent doit être versé proportionnellement aux souffrances économiques du fait de la Covid-19. Or, quand je lis la presse, on découvre que la France est sans doute le pays le plus touché. Pourquoi la France va-t-elle recevoir peut-être 3 fois moins que l'Espagne ou que l'Italie, alors que nos économies ont été touchées de la même façon? Ça, c'est une première question. Maintenant, ce que l'on ne dit pas, ce que ne dit pas Macron, c'est qui va payer. En réalité, c'est la Commission européenne qui va emprunter de l'argent sur les marchés financiers. C'est une première. Ça n'est pas une mutualisation des dettes, on pourra en reparler si vous voulez, parce que les européistes disent c'est formidable, c'est un nouvel État, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que la Commission européenne s'endette, mais ça n'est pas une mutualisation des dettes, parce que chaque État devra financer dans sa quote-part à la Commission. Bon. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir qui va payer. Normalement, il va y avoir un délai. Donc la Commission européenne va emprunter de l'argent. Elle va commencer à rembourser cet argent, paraît-il, dans plusieurs années et sur 30 ans. Ça nous entraîne jusqu'aux années 2000, peut-être 2050 ou 2058, si j'ai bien compris. C'est délirant. Ça veut dire que ce sont nos enfants, peut-être nos petits-enfants, qui devront payer ça. Mais surtout, sous quelle forme? Il faut savoir que depuis que le Royaume-Uni est parti de l'Union européenne, la France, maintenant, assure à peu près 20% du budget de la Commission européenne. Si la Commission européenne emprunte 390 milliards d'euros sur les marchés financiers pour en faire des dons, la France devra payer à terme 20% de cette somme. Je ne parle même pas des intérêts, c'est-à-dire ça fait 78 milliards d'euros, disons 80 milliards. Emmanuel Macron a déclaré que ce n'est pas le contribuable français qui paiera
c'est donc de grandes entreprises internationales qui paieront cette dette avec de nouvelles taxes européennes. Est-ce que vous y croyez, ça? Non, j'y crois pas. D'ailleurs, si ce que Macron disait était vrai, pourquoi les pays dits frugaux s'y sont-ils opposés? Pourquoi est-ce que les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, la Finlande, le Danemark sont peut-être opposés à cette taxe, ces taxes. Les taxes se votent à l'unanimité. Donc déjà, d'ailleurs, on l'a vu, la taxe sur les GAFAM n'existe pas. Donc M. Macron nous dit on fait financer ça par des taxes, sauf que les taxes européennes doivent être prises à l'unanimité et un certain nombre d'États de l'Union européenne ne veulent justement pas de ces taxes. Voilà. Donc la deuxième question, si ça n'était pas les contribuables qui étaient impactés, pourquoi est-ce que dans l'accord on a accordé des remises très importantes aux Pays-Bas et plus encore à l'Autriche? Ils ont obtenu de payer moins. Ça veut donc bien dire qu'il y a quelqu'un qui paye. N'est-ce pas? Si ce que disait Macron était vrai, c'est-à-dire que si cet argent était payé par des grandes sociétés internationales, il n'y a aucune raison pour laquelle l'Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède demandent une remise sur le montant qu'ils vont payer. Alors, pour être totalement précis, si d'aventure on parvenait en définitive à avoir une taxe sur les GAFAM, cette taxe, elle serait bien payée par quelqu'un. Ça serait plus des contribuables, mais ça serait des consommateurs. Et ça serait des consommateurs au prorata, justement, des populations. Donc, de toute façon, la France les Français paieraient, cette fois-ci, non plus sous forme d'impôt, mais sous forme de taxes. Comment expliquez-vous qu'Emmanuel Macron est tant poussé pour cet accord? Écoutez, là, il y a l'intime conviction. Bon. Parce que vous dites que la France est perdante. La France, elle est évidemment perdante. Elle est la perdante. Parce que regardez ce qui se passe pour les autres États. Les pays du Nord, les pays dits frugaux, c'est-à-dire en fait ceux qui défendent l'intérêt de leur population et l'intérêt des contribuables finlandais, néerlandais, etc. Eux, ils ont obtenu des remises très très importantes. L'Autriche a obtenu une remise de 138%, je ne sais pas si vous voyez. Donc ils vont payer beaucoup moins. Ça, c'est les pays du Nord. Les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, eux, ils vont payer leur quote-part, mais ils vont recevoir beaucoup plus d'argent. Ils vont donc être bénéficiaires. La France trouve le moyen d'être celle qui va payer le plus et recevoir proportionnellement le moins, c'est-à-dire va être la contributrice nette. Vous vous rendez compte que l'Allemagne devrait toucher 33 milliards d'euros, alors même qu'il y a de notoriété publique, il y a eu 5 fois moins de morts du Covid-19 en Allemagne. Alors pourquoi pour répondre à votre question, pourquoi Macron fait-il ça? Écoutez, pour relancer la construction européenne? Oui, je pense que fondamentalement, mon avis personnel, c'est que Macron n'est pas maître de ses décisions. Macron a été élu à l'issue d'une campagne médiatique énorme qui a été préparée sur 2 ans à partir de 2015, 2016, 2017. Il a été élu pour appliquer un programme qui est le programme d'une oligarchie européiste. Donc, que cela plaise ou pas, il fonce et il veut absolument imposer un modèle qui est le modèle de la construction d'un État-nation. Ce qui est très très fascinant pour vos téléspectateurs, s'ils veulent vraiment creuser la question, c'est d'aller regarder ce que dit la presse française et d'aller regarder ce que l'on dit, par exemple, dans la presse néerlandaise. Vous pouvez maintenant, avec Google Traduction, vous pouvez traduire le néerlandais. Vous apercevez qu'on n'est pas sur la même planète. Les Néerlandais, par exemple, pour parler d'eux, ou les Autrichiens, ils raisonnent en tant qu'État-nation, défendant les intérêts nationaux de leur population. Nous, en France, tous les grands médias français, radio, télévision, journaux, magazines, ont fait silence sur le bilan coût-avantage de cette opération et ont en revanche insisté sur un aspect idéologique, c'est une mutualisation des dettes, ce qui n'est pas vrai. Ils ont dit également, je crois que ça vient de sortir là je crois que c'est dans Le Monde ou dans Le Point, je ne sais plus, un point de vue, ça y est, c'est l'apparition d'un État. C'est-à-dire que l'on voit qu'en France, c'est l'idéologie qui est au pouvoir, alors que dans les États dits frugaux, les États du Nord, ce sont des pays qui sont, eux, beaucoup plus réalistes sur l'évolution de la situation. Donc c'est un retour du fédéralisme. Oui, mais si vous voulez, ça serait très bien si tout le monde était d'accord. Ça serait très bien d'abord si les Français se rendaient compte de ce qui se passe. Parce que beaucoup de Français ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Il y en a qui se félicitent, c'est formidable l'Europe. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux, leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont être ponctionnés. Ils ne se rendent pas compte non seulement ça, mais que le projet fédéraliste européen, c'est la destruction des nations pour avoir des grandes régions. Vous savez qu'en permanence, d'ailleurs, vous voyez que Macron développe les territoires. Il va dans les pas de son prédécesseur Hollande qui avait créé des grandes régions. C'est d'avoir des lenders au niveau européen. En fait, ce qui se profile, je pèse mes mots, je l'ai déjà dit, c'est la destruction des États-nations
pour avoir en fait des États-Unis d'Europe, mais les États-Unis d'Europe, c'est pas la France, l'Italie, l'Allemagne, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, Rhénanie-Westphalie, la Lombardie. C'est ça en fait le projet qui est caché, parce que, enfin, qui est pas vraiment avoué, parce que on a peur que les populations regimbent. Mais les Français ne l'ont pas compris majoritairement. Le problème, c'est que si tout le monde était d'accord après tout, moi je dirais, bon ben voilà, je suis dépassé par les événements, voilà, j'appartiens au monde d'avant, etc. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les Français n'entendent pas que leur vote ne sert plus à rien. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est que les Français veulent décider de ce qu'ils souhaitent. En France, on veut des forts services publics. En France, on veut une égalité. En France, on veut l'intervention de l'État pour assurer la justice sociale. Or, le modèle qui nous est imposé par l'Europe fédérale, c'est un modèle qui, justement, un peu sur le mode américain, est en train de détruire tout le modèle français. Donc il y a en fait une contradiction. Si vous voulez, il faut choisir entre la démocratie, les services publics, la vie à la française, l'intervention de l'État, l'égalitarisme français, la justice sociale telle qu'on l'a connue depuis la Révolution française. Si on veut ça, c'est incompatible avec la construction de l'Europe. Voilà. Et les gens n'ont pas compris. Parlons des pays dits frugaux ou radins qui ont plutôt été conspués dans la presse occidentale. Selon vous, ces tensions entre donc, les pays européens peuvent-elles laisser des traces? Oui, alors, d'abord, c'est pas dans la presse occidentale, c'est dans la presse française. D'ailleurs, au passage, vous noterez que les Européens, les pro-européens, sont en faveur d'une Europe mythique. Parce que dès que vous commencez, une fois j'avais eu un débat comme ça avec un européiste, et quand je lui faisais remarquer la Pologne, la Hongrie, les Pays-Bas, à chaque fois il fustigeait. Les Polonais c'était pas bien, les Hongrois c'était pas bien, les Allemands, la Merkel c'était pas bien, les Maltais c'était pas bien, etc. C'est-à-dire qu'en fait ils n'aiment pas l'Europe, ils n'aiment pas la réalité des pays d'Europe. Ils aiment un mythe. Donc là on a affaire à quoi? On a affaire à des pays, les pays scandinaves, ou bien les Pays-Bas, qui sont des pays très, très, comment dirais-je, pragmatiques. Ce sont des pays qui ont été, notamment, qui ont rompu avec l'Église catholique, qui ont rompu avec la vision idéologique du monde, la vision dogmatique. Ils ont embrassé le protestantisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Protestant, ça veut dire protestare, hein, du latin, qui veut dire témoigner, témoigner de l'Évangile. Donc ce sont des pays qui sont revenus à la lecture des Évangiles hein, au XVIe siècle et qui ont dit mais ce que l'Église nous dit, c'est pas du tout ça. Voilà la réalité. Donc ce sont des peuples, c'est intéressant de revenir toujours sur l'histoire, ce sont des peuples qui ne s'en laissent pas compter. Mais en revanche, ils comptent leurs sous. Nous, les pays du sud de l'Europe, ce sont des pays qui sont traditionnellement, et la France en particulier, des pays de dogme, des pays idéologiques. Le problème qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas changer les peuples comme ça. Là, on a un accord, mais c'est un accord qui a été obtenu parce que Macron a tout cédé. Si vous l'avez vu des Pays-Bas, il faut aller lire la presse néerlandaise, vu des Pays-Bas, et les gens, ils se disent, mais la France est dirigée par... C'est quoi ça? C'est un type, il est complètement fou. Il ne défend pas les intérêts de sa population. Il défend une vision idéologique de ce que devait devenir l'Europe. Mais c'est pas pour ça que vous allez faire changer l'état d'esprit des Néerlandais, des Scandinaves, ou des Polonais ou des Hongrois. On n'en a pas suffisamment parlé. Justement, mais la Pologne et la Hongrie ont été aussi aux premières loges parmi les pays critiqués. Justement, on va en parler. Donc, on a appris que ce plan européen de relance est conditionné au respect de l'état de droit et aux objectifs climatiques visant tout spécialement donc la Hongrie et la Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'en pense que ça fait partie de ce discours idéologique dominant où en permanence vous avez la France et l'Allemagne et la Commission européenne qui distribuent des bons points et des mauvais points. Moi j'estime que la Pologne et la Hongrie doivent se diriger comme elles l'entendent, comme veulent le peuple polonais et le peuple hongrois. En plus ça, il y a une hypocrisie phénoménale. On reproche, la France a reproché à certains États de droit, à certains États de l'Est, de ne pas respecter suffisamment l'égalité de traitement dans les médias. Mais enfin, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. La France, c'est comme j'avais vu M. Macron, je change de périmètre géographique, mais Emmanuel Macron avait protesté au Venezuela contre Maduro, et la France soutient officiellement... Il a appelé le Venezuela. Voilà, Guaido, et au motif que lors de l'élection présidentielle, lors de sa réélection présidentielle, Maduro aurait été élu à l'issue d'une campagne où il y aurait eu un déséquilibre dans l'accès aux médias des candidats. Macron qui reproche ça. Macron, moi je rappelle que lorsque j'étais candidat en 2017, j'ai eu moins de 1% du temps de parole.
Et Macron, lui, en revanche, avait, je sais pas, 25% ou 30% du temps de parole. Voilà. C'est le même qui reproche au Venezuela ou à la Hongrie ou à la Pologne de ne pas respecter l'état de droit. C'est une sinistre plaisanterie. Je voudrais évoquer avec vous la 5e mesure de soutien à l'économie annoncée par les autorités européennes depuis le début de la crise de la Covid-19. Il s'agit des méga prêts accordés par la Banque centrale européenne, la BCE, aux banques commerciales privées de la zone euro qui en ont fait la demande. Ces opérations sont désignées par un acronyme barbare TLTRO qui signifie en américain Targeted Longer Term Free Financing Operation, c'est-à-dire en français opération de refinancement ciblée à plus long terme. Le TLTRO, comme tous les autres plans mirobolants annoncés par les autorités européennes, n'est pas nouveau dans son principe. On en est d'ailleurs au TLTRO 3. Il y a eu le 1, puis le 2 auparavant. Comme si un certain nombre de banques européennes n'arrivaient pas à s'en sortir et à se financer à un coût acceptable sans le soutien des méga-prêts de la BCE. Ce qui est nouveau, et qui est passé assez inaperçu dans un premier temps, c'est que pour soutenir les banques face à la crise de la Covid-19, la BCE a décidé le 30 avril 2020 de bonifier encore davantage le taux d'intérêt facturé aux banques pour s'endetter auprès d'elles dans le cadre du TLTRO 3. Bonifier, ça veut dire baisser le taux d'intérêt. Ce taux que la BCE réclame aux banques commerciales à qui elle prête de l'argent est passé, tenez-vous bien, à moins 1%, sous réserve de certaines conditions. Ça veut dire que les banques sont payées pour s'endetter auprès de la BCE. Concrètement, de quoi s'agit-il ? La BCE facturera un taux de moins 1% aux banques commerciales qui respecteront une condition qui est de continuer à financer l'économie. En bref, les banques dont les encours de crédit aux entreprises et de crédit à la consommation ne baisseront pas, c'est-à-dire seront à minima stables entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2021, c'est-à-dire pendant 1 an et 1 mois, bénéficieront d'un taux de moins 1%. Ce taux de moins 1% s'appliquera sur une année entre juin 2020 et juin 2021. Le taux d'intérêt pour les 2 autres années du TLTRO 3, qui est un prêt à 3 ans, sera un peu moins favorable. Il faut savoir également que lorsqu'elle octroie ces méga-prêts, la BCE exige que les banques emprunteuses apportent des actifs en garantie, c'est ce que l'on appelle dans le jargon des banquiers centraux le collatéral. Eh bien, il faut savoir que là aussi, la BCE a assoupli ses règles les 7 et 23 avril dernier, pendant la pandémie, en acceptant désormais en collatéral des créances dégradées sur des clients des banques ou mal notées par les agences de notation. C'est ce que les financiers appellent en américain high yield, c'est-à-dire ça signifie obligation à haut rendement, high yield, et que l'on appelait il y a encore quelques années des junk bonds, c'est-à-dire la bonne traduction étant des obligations pourries, ce qui n'était pas très vendeur, en tout cas des obligations de très mauvaise qualité. Alors, je m'adresse à un grand public qui n'est pas forcément très familier de toutes ces affaires financières, mais on va essayer de comprendre de façon simple. Imaginez que votre banque vous dise soudain « Écoutez, si vous m'empruntez 50 000 euros pour acheter un petit studio, une petite maison, un petit studio dans une ville de province, eh bien, je vous demanderai un taux d'intérêt négatif. Il vous suffira de me rembourser, disons, 4 600 euros par an pendant 10 ans, et donc vous ne m'aurez remboursé que 46 000 euros dans 10 ans. Je vous prête 50 000, et au cours des 10 ans qui viennent, vous me rembourserez au total 46 000. Que feriez-vous ? Il y a de très fortes chances pour que vous vous précipitiez sur la bonne affaire. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec les banques commerciales vis-à-vis du TLTRO 3. On a en effet appris, il y a un peu moins d'1 mois, c'était le 18 juin 2020, que pas moins de 742 banques européennes, banques commerciales, 742 ont demandé au total pour 1 310 milliards d'euros de prêts TLTRO 3 à la BCE sur cette fenêtre du mois de juin. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Premièrement, c'est un montant considérable.
Ce recours massif des banques au TLTRO3 s'explique par la volonté d'obtenir ce taux très favorable de moins 1% sur une année. Pour les banques, c'est du profit gratuit, donné par la BCE et obtenu quasiment sans effort. Pourquoi s'en priver ? Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a pas une injection nette de liquidités de 1 310 milliards d'euros dans le système bancaire, puisque dans le même temps, beaucoup de banques remboursent du TLTRO2, le précédent prêt, ainsi que d'autres prêts. Pour comprendre, elles s'endettent auprès de la BCE à taux négatif pour rembourser les autres emprunts qu'elle avait faits à la BCE à un taux éventuellement positif. La BCE se fait donc sciemment harakiri, seppuku, si j'ose dire. On voit que tout le système est devenu complètement artificiel et irréel. Sans entrer dans le détail que vous trouverez sur Internet si vous êtes passionné, cette injection nette de liquidité est de 549 milliards d'euros, ce qui reste quand même très significatif, même si c'est moitié moins des 1 300 et quelques milliards d'euros accordés. Deuxièmement, la BCE est obligée de soutenir les banques pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle les affaiblit par ailleurs avec une politique de taux d'intérêt toujours plus bas. D'autre part, parce que certaines de ces banques commerciales, notamment en Italie et en Espagne, sont aujourd'hui dans une situation financière des plus délicates. Cela fait maintenant des années que la rentabilité des banques commerciales souffre à cause du contexte de taux bas provoqué par la BCE au travers de sa politique monétaire. Le rendement des actifs des banques, par exemple le taux des crédits immobiliers, a globalement chuté plus vite que le coût de leurs passifs, c'est-à-dire de leurs ressources. Alors il est fréquent de lire dans la presse, vous l'avez certainement lu, que des établissements français bancaires, en France, mais aussi en Italie, en Espagne, réduisent leur voilure en termes de personnel ou procèdent à de larges restructurations. On ferme des agences, on licencie du personnel. Pour la France, le secteur bancaire employait 360 000 personnes fin 2019, alors qu'en 2012, 7 ans auparavant, il en employait 377 000. Il y a eu 17 000 emplois perdus en 7 ans. Nous sommes revenus au niveau de 2004. C'est une érosion lente, silencieuse, mais qui semble irrémédiable. L'environnement de taux bas n'est pas la seule raison de ces problèmes, mais c'en est un facteur important. Il est vrai que le secteur bancaire est mis sous pression par d'autres phénomènes, comme la digitalisation, c'est-à-dire le développement de la relation commerciale à distance, via le téléphone ou via Internet, ce qui rend obsolète un certain nombre d'agences. S'ajoute à ce panorama déjà sombre la situation très difficile d'un certain nombre de banques italiennes et espagnoles, lesquelles, sans les refinancements massifs et peu chers des TLTRO, n'arriveraient pas à se financer à un prix acceptable sur les marchés obligataires. Et puis ces banques souffrent non seulement du contexte de taux bas, mais aussi de la mauvaise situation économique de leur propre pays, laquelle a pour conséquence des défauts de paiement chez les emprunteurs auxquels ils ont prêté de l'argent. Évidemment, sur ce plan-là, la crise de la Covid-19 n'a rien arrangé. Troisièmement, la politique de la BCE pour sauver l'euro a pour conséquence de rendre de plus en plus artificiel l'ensemble du fonctionnement du système bancaire et des marchés financiers. Je voudrais prendre un exemple concret, celui de la banque italienne Unicredit. Cette banque a demandé, dans le cadre de ce TLTRO3, il y a quelques semaines, au mois de juin 2020, un montant de 94,3 milliards d'euros d'emprunt à la BCE. Un emprunt de 94,3 milliards. C'est colossal. Si Unicredit maintient ses encours à l'économie, ce qui est la condition pour bénéficier du taux de moins 1%, elle va donc toucher, puisque le taux négatif, c'est elle qui va encaisser les intérêts, puisque c'est un taux négatif pour le prêteur, donc elle va encaisser 1% des 94,3 milliards d'euros sur une année qu'elle a emprunté. C'est-à-dire, elle va toucher de la BCE la bagatelle de 943 millions d'euros qui sont du résultat direct et que la BCE va lui donner sur un plateau. Et elle va faire ça au lieu de payer un intérêt, ce qui serait un coût pour elle,
sur un endettement équivalent de 94,3 milliards d'euros, comme cela se ferait normalement sur les marchés. Le gain d'intérêt est donc encore plus grand pour elle que 943 millions d'euros, puisque non seulement elle a ça, mais en plus elle ne paye pas les intérêts qu'elle devrait payer. Éventuellement, ce gain d'intérêt pourrait être modéré par le fait qu'Unicredit doive déposer des liquidités en excès sur son compte à la BCE, qui est rémunéré à moins 0,5%, ça serait un coût. Maintenant, si on regarde le rapport annuel de cette banque Unicredit, on s'aperçoit qu'en 2019, elle a dégagé un résultat avant impôt de 3,07 milliards d'euros. Ça signifie que le gain immédiat est minimal du TLTRO 3. Les 943 millions d'euros qu'elle va toucher cette année de la part de la BCE dont je parlais, pour Unicredit, ça va représenter l'équivalent de 31% du résultat avant impôt qu'elle a dégagé sur 2019. Et cela sans que ça ne corresponde à la moindre activité réelle. Je vous laisse regarder cet extrait du rapport annuel d'Unicredit en 2019 avec le résultat consolidé. Alors une telle situation est extraordinairement malsaine. Pour dire la vérité, tout le système bancaire est désormais profondément déréglé. Dans une autre vidéo, j'ai montré que la BCE, avec sa politique de rachat d'actifs massifs qu'elle conduit en parallèle, va finir par racheter petit à petit tout le marché obligataire. Cela a une conséquence qui devrait alarmer normalement tous les économistes, tous les penseurs, les essayistes, les journalistes, les dirigeants politiques authentiquement libéraux. À savoir que les risques dans nos économies ne sont plus facturés à leur juste prix sur les marchés. Car la BCE est là de toute façon pour racheter et racheter et racheter en permanence des titres de dette. L'histoire est donc pleine de ruses. La BCE, qui est théoriquement le temple de l'idéologie libérale européiste, est en train de rendre, par la force des choses, par la nécessité de sauver l'euro à tout prix et donc d'avoir des taux d'intérêt très faibles pour favoriser l'économie italienne, eh bien, la BCE est en train de rendre tout à fait artificiel l'ensemble du fonctionnement du système financier en le plaçant entièrement sous perfusion. Toutes ces interventions sont en train de l'affaiblir en masquant les risques qu'il comporte bel et bien. Elle fabrique au passage, comme nous l'avions déjà expliqué, une fantastique bulle obligataire à cause du contexte de taux très bas que nous connaissons et dont il est très délicat de sortir. Qu'est-ce que l'on peut dire en conclusion et pour résumer tout ça? Eh bien, on voit, aussi bien avec ce TLTRO 3 qu'avec les programmes massifs de rachat d'actifs dont j'ai parlé dans des vidéos antérieures, que la BCE n'arrive pas à mettre un coup d'arrêt à ces interventions. Au contraire, les interventions de la BCE sont de plus en plus puissantes, de plus en plus fortes. Pour maintenir la zone euro et en même temps corriger les effets néfastes de sa politique monétaire sur l'économie, qui est déjà très fragilisée dans certains États, la BCE est constamment obligée d'élargir et d'élargir et d'élargir encore son action. La vérité est limpide. La vérité est simple. Si la BCE n'intervenait pas de plus en plus massivement, les forces du marché conduiraient rapidement à l'explosion de la zone euro en facturant à l'Italie, par exemple, un coût d'endettement qui atteindrait très vite des records et qui deviendrait rapidement insupportable. Alors qu'est-ce qui se passe? Après chaque TLTRO, on a expliqué que c'était la fin, que c'était fini, que c'était le dernier, qu'après on n'y toucherait plus. Après le TLTRO 1, on avait dit que ça serait pour une seule fois. Après, il y en a eu un 2, on a dit que ça serait pour une seule fois. Moyennant quoi, on en est au TLTRO 3. Les conditions financières de ce TLTRO n'ont d'ailleurs jamais été aussi favorables pour les banques, puisque maintenant on a un taux d'intérêt négatif. Quant aux garanties exigées par la BCE en contrepartie de ces méga-prêts, elles sont aussi de moins en moins strictes. Ça, c'est pour le TLTRO, mais comme on l'a vu précédemment,
dans les vidéos antérieures, c'est la même chose du côté des programmes de rachat d'actifs. Après chaque nouveau programme, on explique que c'est fini, que c'est la fin du quantitative easing, qu'on n'y touchera plus. Moyennant quoi, vous l'avez vu, quand j'en ai parlé dans les vidéos antérieures, la BCE a dû lancer un nouveau programme en mars 2020, le PEPP, qui faisait suite au PSPP, avec là encore des conditions d'application beaucoup moins strictes que dans les programmes précédents. Je rappelle d'ailleurs qu'avec le PEPP, la BCE s'est octroyé le droit de racheter la dette d'un État sans limite, alors qu'il y avait une limite 33% de l'encours émis par un pays souverain auparavant. Je rappelle aussi que la BCE s'est accordé la possibilité de favoriser un État dans ses rachats dans le cadre du PEPP, par exemple l'Italie, ce qui était limité auparavant par la clé de capital de la BCE, capital réparti entre toutes les banques centrales nationales des États de la zone euro. On évoque maintenant même la possibilité que la BCE rachète aussi des actions sur les marchés. On peut se demander jusqu'où ça va aller. À quand l'achat d'actifs immobiliers par la BCE pendant qu'on y est? Et pourquoi pas des œuvres d'art, des tableaux de maître, des meubles anciens? Il n'y a pas de limite, même des entreprises. Je vous invite à relire notre article de décembre 2018 sur le site upr.fr qui analysait la décision de la BCE à l'époque d'arrêter le quantitative easing. Nous avions montré, en décembre 2018, il y a 1 an et demi, nous avions montré la difficulté et les risques de sortir de l'environnement de taux bas, qui est un piège dans lequel la BCE a enfermé les économies de la zone euro. Nous avions montré aussi que la politique monétaire de la BCE crée dans certains États des problèmes qui n'existaient pas auparavant et qui n'existeraient probablement pas sans l'euro. 1 an et demi plus tard, le quantitative easing, j'en ai parlé précédemment, est plus que jamais relancé. Alors en conclusion, on assiste à une fuite en avant. Une fuite en avant de la BCE pour sauver l'euro, quoi qu'il en coûte. Une fuite en avant qui dérègle profondément le fonctionnement normal des économies. La dérive n'est pas uniquement financière. Elle revêt également un caractère idéologique totalitaire, parce qu'elle ne supporte aucune opposition ni aucune alternative. La BCE agit de plus en plus en potentat qui passe par pertes et profits les conséquences concrètes de sa politique, pourvu que celle-ci permette à la zone euro de se maintenir encore et encore et encore jusqu'à l'explosion finale. Si je voulais prendre une métaphore, une image, pour rendre bien compréhensible ce qui se passe, j'ai bien conscience que ces questions financières sont assez compliquées. Mais pour les personnes qui ne sont pas familières de ces questions, je les invite à méditer l'image que je vais leur donner. La zone euro est comparable à une personne qui se drogue, qui est droguée, et qui essaie de se guérir de son addiction, mais qui n'y parvient pas. Et cette personne retombe sans cesse dans une dépendance de plus en plus grande. La zone euro est dans la dépendance et l'addiction de plus en plus grande aux interventions de la BCE. Et cela se produit avec une gravité et une dangerosité qui s'accroît à chaque fois. Pour filer la métaphore, je dirais que les premiers quantitative easing ou le premier TLTRO étaient comparables au tabac et au cannabis. Les deuxièmes quantitative easing ou TLTRO sont comparables à des drogues plus dures, le LSD, les solvants. Avec les troisièmes, et notamment le TLTRO3, on entre cette fois-ci dans la catégorie des drogues dures, les amphétamines et la cocaïne. Et après? Après, ça sera l'héroïne. Malheureusement, on connaît la fin de cette histoire. Je voudrais terminer avec une remarque qu'a formulée le juge de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, Peter Huber, dans une interview qu'il avait accordée au journal Süddeutsche Zeitung le 12 mai 2020, à la suite du fameux jugement rendu par le tribunal de Karlsruhe sur le PSPP, ce programme de rachat d'actifs de la BCE. Il a dit « Le message à la BCE est en réalité homéopathique. » Le message du tribunal. La BCE ne devrait pas se considérer elle-même comme le maître de l'univers.
une institution comme la BCE, qui n'est que faiblement légitimée sur le plan démocratique, n'est acceptable que si elle respecte strictement le rôle qui lui est assigné. Actuellement, la BCE se prend pour une institution toute puissante, qui refuse d'être contrôlée et qui estime n'avoir de compte à rendre à personne. La bonne nouvelle, c'est que les juges allemands du tribunal de Karlsruhe ont estimé que cette situation n'était plus durable. La moins bonne nouvelle, c'est que on a trouvé encore une fois une solution pour reporter à plus tard par un jeu sur les conditions, n'est-ce pas, de vérification de la proportionnalité. Je vous en ai parlé dans une vidéo antérieure. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que désormais, il y a de nouveau en Allemagne des gens qui attaquent cette fois-ci le PSPP, et le jugement du tribunal de Karlsruhe progressivement va s'aggraver jusqu'au moment où ils diront on arrête. Qu'est-ce que c'est qu'une structure politique et financière qui ne vit qu'à coups de drogue de plus en plus dure? C'est une structure qui est vouée à la destruction. La zone euro sera détruite. Alors, il y a l'UPR. Personne ne peut dire que nous n'aurons pas prévenu les Français depuis 13 ans. Nous, ce que l'on propose, c'est on veut que la France continue de vivre, que les Français ne voient pas toutes leurs économies, toutes leurs retraites, tous leurs actifs disparaître dans une espèce de maelstrom financier. Et pour cela, il faut se sevrer de ces incitations par addiction à la drogue qui vont de toute façon se terminer très mal. Se sevrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous le savez bien, sortir la France de l'euro. Et pour sortir la France de l'euro, retrouver notre monnaie nationale, ce n'est pas par nostalgie, xénophobie, gna 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 gna. D'ailleurs, personne ne répond à toutes les questions que nous posons. Si nous voulons sortir de l'euro, reconquérir une monnaie nationale, c'est justement pour retrouver une façon saine de financer l'économie avec une sanction tout simplement des risques encourus et arrêter cet échafaudage de pyramides, de Ponzi, de pyramides de ci, de crédit, de droits de tirage, de ci et de ça, qui fait qu'au bout du compte, tout va finir par s'effondrer. Vive la République, vive le retour au franc français et vive la France.